Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'honorer à ce peut-être d'autres rendez-vous hebdomadaires avec les mots, les idées et les voix qui façonnent notre imaginaire collectif. Aujourd'hui, le point littéraire ouvre ses pages à un auteur dont la plume se veut à la fois guide et compagnon de route. Clément Emadon, auteur de la série des guides pratiques, et c'est déjà illustré par des ouvrages tels que Réussir le métier de parent, et vous père, ou encore Se réinventer après une séparation. À travers ses écrits, il invite à réfléchir sur la famille, la résilience et la capacité de l'homme à renaître après l'épreuve. Dans un monde où les liens se fragilisent et où les repères se brouillent, Clément Emadon propose une parole de reconstruction, de responsabilité et d'espérance. Son œuvre est à la fois un miroir de nos fragilités et une boussole vers un avenir plus apaisé. Alors installez-vous, ouvrez vos oreilles, vos cœurs. Le point littéraire reçoit donc aujourd'hui Clément pour un échange où la littérature se fait école de vie et où chaque mot devient promesse de renaissance. Clément Emadon, bon après-midi, bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques. Oui. Et merci une fois de plus de m'inviter. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver dans ce studio de Royal FM, relooké. Ça fait beaucoup d'années quand même lorsqu'il s'agissait de parler de réussir le métier de parent, de père. Ça fait plusieurs années quand même. Ouais, je crois qu'on était en 2023 par là. 2023. Mais c'est énorme. Oui. Donc ça fait quand même 2 ans. Et je suis vraiment content de voir que Royal FM, ça rime à la modernité. Oui. Voilà, et c'est une très bonne chose. Il faut dire que vous êtes coach, vous êtes conférencier en croissance personnelle, même en parentalité et développement des organisations. Vous êtes un diplômé en foresterie, vous exercez au ministère en charge des forêts et de la faune au Cameroun. Vous avez travaillé 8 ans comme assistant technique à la coopération allemande, accompagnant le développement des organisations et des petites entreprises. Vous êtes formé en communication des organisations à l'université de Wolverhampton, c'est en Angleterre, en monitoring des forêts à Tokyo, au Japon. Vous avez été formé à la jeunesse en mission Bertigny, c'est en Suisse, ainsi qu'à l'université John Maxwell en leadership. Vous avez été certifié coach en leadership, art oratoire, coaching en vente, j'allais dire. En 2016, vous recevez une révélation de vous investir dans l'amélioration de l'éducation des jeunes. Avec votre épouse Colette, vous avez fondé ce que vous avez appelé la Clean Leaders Academy, qui forme et accompagne de nombreux jeunes au développement de l'estime et de la confiance de soi. Vous avez également présidé durant 3 ans l'association des parents d'élèves du collège Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. En septembre 2020, vous avez lancé la plateforme Parent School Online pour former et accompagner parents et éducateurs à travers le monde. En novembre 2024, puis plus de 300 enseignements ont été dispensés, touchant plus de 3000 parents et enseignants dans à peu près 35 pays, avec pour objectif d'améliorer la qualité de l'éducation des enfants. Voilà un parcours qui démontre que vous et la question de la parentalité des parents, ça vous intéresse énormément. Oui, effectivement, parce que Nelson Mandela dit si on veut changer le monde, il faut agir au niveau de l'éducation. Je le paraphrase simplement. Et l'éducation, c'est la base même. Si nous voulons évoluer, je crois que même l'Éternel, quand il nous a créés, il a prescrit l'éducation. Allez, faites de toute la terre, disciples, multipliez-vous, dominez. Tout ça, c'est dompter, éduquer, instruire, quoi. Donc, pour nous, l'éducation, c'est fondamental. Si nous voulons véritablement voir que les choses avancent, que les choses évoluent. Surtout que de plus en plus, il y a beaucoup de dérives, beaucoup de contre-valeurs, beaucoup de choses impossibles qui se font et les gens ont besoin d'être éduqués, d'être accompagnés. Vous avez créé donc la Parent School. Ça veut dire que les parents ont besoin d'être éduqués, d'être formés à être parents? Oui, je le dis depuis le premier livre, Réussir le métier de parent, parce que pour nous... C'est un métier. Pour nos parents, c'est un métier. C'est d'ailleurs le premier métier. C'est le métier le plus noble, parce que là, on accompagne l'être humain à devenir la meilleure version d'elle-même. Et pour cela, on a besoin de connaissances, de compétences, d'aptitudes et d'attitudes
pour justement pouvoir bien accomplir ses tâches, bien accomplir le cahier de charge qui est celui d'un parent. Donc, pour nous, être un métier, et je crois que c'est à dessein quand la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Donc, parce que les gens n'ont pas de connaissances, justement, ils font des choses qui ne sont pas bien. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez le livre, Et vous, père. Ce livre, Comment être un papa inspirant et impactant. Pourquoi écrire un livre sur le père? Est-ce à dire que le père, d'abord, c'est, comment dire, l'élément clé de la famille? Depuis l'origine, hein, moi, mes écrits prennent leur source ou leur inspiration majeure dans les Saintes Écritures. Et dans la Bible, le Père est clairement interpellé. Oui, il est clairement interpellé. Il dit, et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les selon, n'est-ce pas, la discipline inspirée par le Seigneur. Ça veut dire qu'au-delà des parents qui sont, du père et de la mère qui sont interpellé dans l'éducation des enfants, le père a un rôle spécifique, et un rôle particulier, un rôle central dans l'éducation des enfants. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pères, beaucoup de papas qui ont abandonné ce rôle, qui courent derrière la recherche de la pitance. C'est pas mauvais, mais ils ont un rôle fondamental, ils doivent le faire. Et donc, nous voulons les interpeller à ne pas oublier cette mission précieuse qui leur est confiée. Vous faites d'ailleurs savoir que le père, ce n'est pas nécessairement le géniteur. Vous glissez clairement cette ambiguïté quelquefois. On est peut-être géniteur, mais pas nécessairement père. Donc pour devenir un père, il y a des outils qu'on devrait avoir. Tout à fait. Être père, il y a tout un cahier de charges qu'on devrait mettre en application, appliquer pour justement qui vous légitime et qui fait de vous un véritable père. Sinon, on serait simplement un porteur de sémences. Okay? Et ça, c'est facile à faire. C'est-à-dire que même, on peut avoir un enfant. Aujourd'hui, on a les bébés in vitro. Et bon, on peut facilement avoir un enfant. Mais le porter la sémence ne suffit pas. Il y a un cahier de charges. Et ce cahier de charges-là, tant que vous ne remplissez pas ça, alors vous n'êtes pas véritablement appelé pour nous considérer comme un père. Vous restez carrément dans le jargon professionnel, vous parlez de la fonction du père, un peu comme si on était dans un travail et on a des charges. Il y a également le rôle de père dans l'éducation des enfants. Le rôle du père, quand on vous lit, semble être vraiment prépondérant chez les enfants. C'est-à-dire que quelquefois, vous affirmez dans votre livre que le père apprend à l'enfant à affronter la vie, à devenir un homme ou à devenir une femme, pendant que la mère est beaucoup plus dans le sens de la protection de son enfant. Oui, écoutez, le rôle du père, en réalité, ou alors la finalité de l'éducation, je vais commencer par là, c'est de bâtir des êtres libres, épanouis et autonomes. Alors, maintenant, pour être libre, épanoui et autonome, il va falloir affronter les turpitudes de la vie. Il va falloir affronter la société. Mais si l'enfant n'est pas préparé à ça, ce sera difficile pour lui de pouvoir affronter et il sera un peu comme perdu dans cette jungle-là. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vraiment la jungle. Et le rôle du père, justement, c'est de préparer l'enfant à affronter cette société, à affronter ce monde-là avec ce que cela comporte comme turpitude et comme chose positive également. Donc, c'est ça le rôle du père. La mère, elle est de nature, par essence, elle est davantage protectrice, elle est davantage câlin et tout ça. Mais le père, il faut bien qu'il montre à l'enfant que la vie, c'est pas le voir bébé, comme disait quelqu'un. Aujourd'hui, avec la famille monoparentale, on semble banaliser un peu le rôle du père. Je vais dire que ici, il y a quelques chiffres que vous avez quand même énumérés. Vous dites que des statistiques sur l'absence paternelle en Afrique du Sud, celles-ci indiquent 40% des enfants ne vivent pas avec leur père biologique. 40%, c'est énorme. 85% des enfants vivant avec des troubles comportementaux viennent des foyers sans père. 90% des enfants de la rue viennent des foyers sans père. 71% des enfants qui ont abandonné leur école ou études viennent des foyers sans père. Et enfin, 63% des suicides viennent des foyers sans père. Mais c'est énorme. Oui, les statistiques sont véritablement alarmantes. Et vous comprenez à travers ces statistiques le rôle, autant pour moi, et la place centrale du père dans l'éducation des enfants. Alors, le père, dans le livre, nous parlons également de ces pères qui sont présents mais qui sont absents en même temps. Oui, donc ça a le même effet.
C'est-à-dire que c'est pas forcément... il y a les familles monoparentales, ça c'est vrai, mais il y a des parents, des papas qui sont véritablement absents. Pourtant, ils sont à la maison. Et ça aussi, ça peut avoir le même effet. Oui. Et d'ailleurs, à l'intérieur, vous dites que quelquefois, vous avez pris d'ailleurs, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de témoignages. Il y a un témoignage d'un enfant qui disait, qui ne voyait pas son père prendre des décisions. Généralement, sa mère se chargeait d'avoir le dernier mot. Le papa se contentait de boire, venir à la maison. N'avait donc nécessairement aucun impact direct sur sa vie. Et donc, ça peut apporter des déformations. Tout à fait, parce que le rôle du père... bon, excusez-moi, je vais beaucoup citer la Bible parce que c'est mon repère. Oui. Ok. Pas de souci. Hein? Le père est le chef de famille. Ok. Donc, c'est lui qui normalement donne le ton, qui donne l'orientation. C'est lui qui fixe les règles ou alors qui encadre. Ok. Mais s'il se met en retrait et que c'est la femme qui le fait, alors ce sera difficile parce que de manière naturelle, je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais de manière naturelle, un enfant écoutera plus son père et moins sa mère. Oui. Oui. Ça veut dire qu'à la maison, je prends un exemple, à la maison chez vous, quand vous êtes là, quand vous dites quelque chose à votre garçon... L'enfant s'exécute. Il s'exécute plus rapidement quand c'est la mère. Parfois, il peut rechigner un peu. Mais c'est quelque chose qui a été établi comme ça par le Créateur. Et donc, le père, une fois qu'il abandonne et qu'il laisse sur la femme, alors il est en train de faire tout faux. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut être présent. Physiquement mais également moralement. Vous parlez des moments privilégiés de passer avec vos enfants. Ce sont des moments qui marquent son esprit, des moments où papa était là effectivement et ce qu'il a partagé avec vous. Puisque vous avez dit d'ailleurs, vous appuyez beaucoup plus également sur la Bible, l'église. Il faut que le parent prie avec ses enfants, que ce soit lui qui soit celui qui dirige les prières de tous les matins, pas que ce soit une affaire des autres, pour imposer un certain nombre de valeurs très vite aux enfants. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, je crois que c'est l'idéal. Mais vous avez dit vous relevez quelque chose de fondamental que nous abordons au livre, les moments de qualité avec les enfants. Effectivement, ces moments de qualité, c'est ce que les enfants retiennent. Les enfants retiennent moins les 10 000 francs que tu lui as donnés, les bonbons qu'on a rapportés. Les bonbons qu'on a rapportés. Mais ces moments de qualité. Moi, je me souviens encore, nous, on a eu la chance de grandir au village. Hein. Je me souviens encore de ces parties de chasse. Père à son âme, mon papa est décédé, où le matin, il nous amenait à la chasse, à la pêche. C'est ça qui reste dans mon esprit. C'est vrai. C'est pas l'argent qu'il me donnait. Là, je me souviens même de combien il me donnait. Mais je me souviens de ces moments. Je me rappelle quand je jouais au foot avec le papa. Hein. Ce sont des rares moments où il jouait au foot. Il était plus très jeune, mais il prenait la peine quand même de jouer au ballon avec ses enfants. Voilà, c'était des moments formidables. Vous pouvez rigoler, vous pouvez le taquiner, vous pouvez... c'était oui, mais on ne pouvait pas le tacler. Hein. On pouvait rigoler, effectivement. Branche ta joie avec MTN. Internet à vie à gagner. Tape étoile 237 dièse pour acheter un forfait MTN ou étoile 126 dièse pour faire un momo. Merci bien. Alors, c'était un petit break. Il faut dire que donc le parent doit contribuer à ce que l'enfant gagne en estime, développer la confiance, améliorer l'interaction avec les autres. C'est le rôle du parent. Je veux dire que surtout le père, il doit faire cela dans toutes les activités. Mais vous faites quand même un distinguo entre l'éducation qu'il faut donner à la jeune fille et au jeune garçon. Et là, c'est très important. Oui. On ne parle pas à son fils comme on parlerait à sa fille. Oui, tout à fait, parce que physiologiquement, morphologiquement, psychologiquement, mentalement, c'est deux êtres qui sont différents. Et si on ajoute à ça le fait que chaque personne est individuelle, est unique, alors il est important de pouvoir tenir compte de ça, parce que la femme est beaucoup plus émotionnelle et l'homme est beaucoup plus cartésien. Donc, la manière dont on aborde la femme, la fille, c'est pas la même façon qu'on aborde le garçon. C'est vrai. Parce que le garçon, il est appelé à être chef de famille, et donc il faut le former déjà à la chefferie, entre guillemets. Alors que la dame, la fille, elle est amenée à être à celle-là qui gère le foyer au quotidien, et il faut la former par rapport à ça. Elle doit être prête pour son rôle. Elle est prête pour son rôle, et aussi, il y a des choses que le père ne peut pas enseigner à la fille, parce qu'il ne vit pas ces choses-là. Oui. Donc, l'éducation de la jeune fille, généralement, d'être complétée par la maman. Avec le jeune garçon, vous dites que le père doit parler de sexualité, lui dire tout.
dit à son fils de façon progressive que voilà comment ça va se passer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, beaucoup parlaient, je crois même dans le journal, on a parlé d'éducation matrimoniale. Il faut dire au garçon quel est son rôle, le rôle qu'il sera appelé à jouer, comment se comporter quand plus tard il deviendra également père. C'est nécessaire de tout lui dire. Oui, c'est nécessaire de tout lui dire. C'est même, nous avons un chapitre sur lequel nous disons ce que le père doit dire à son fils. Et dans ce chapitre-là, il doit préparer ce jeune homme à devenir un adulte mature. Il faut pas épouser une fille parce qu'elle est jolie. Voilà. Il faut pas épouser une fille. Il faut connaître le passé émotionnel et spirituel d'une fille. Parce que vous tombez sur une blessée de guerre. Mais je vous assure, vous avez un foyer alambiqué. Donc, il faut prendre toutes ces choses en considération. Vous devez discuter, par exemple, de la gestion de vos finances. Oui. Comment est-ce que vous allez gérer votre argent quand vous allez... tout ça doit être mis en exergue. La femme doit savoir qu'il faut en parler très tôt, très vite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le couple. Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est ce manque de clarté qui crée à un certain moment des conflits. Parce qu'après, on ne sait plus, rien n'est clair et chacun fait comme il veut et ça crée beaucoup de conflits. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à impacter son fils quand on est à la maison? Il faut bien se conduire. Simplement, il faut être un modèle. Parce que les enfants copient plus ce qu'ils nous voient faire que ce que nous disons. Donc le père doit être véritablement un modèle. Un père, un enfant qui voit son père prier, il y a de fortes chances qu'il se mette à prier. Un père qui voit son père tout le temps en train de lire, il y a de fortes chances qu'il lui communique, n'est-ce pas, l'amour de la lecture. Voilà. Donc un père, à contrario, un fils qui voit son père tout le temps en train de boire sous. Il risque de boire aussi un peu. Hein. Peut-être même dépasser le père quelquefois. Voilà, puisque chez nous on dit que l'enfant doit toujours dépasser le père. Et là ça devient compliqué. Il faut donc impacter son enfant, même dans la nature des relations qu'on a avec sa femme. Si vous criez sur votre femme, ne soyez pas surpris que demain votre enfant en fasse pareil lorsqu'il sera dans la même situation. Oui, parce que c'est ce qu'il aura appris comme langage, langage de communication. Alors si ça ne va pas avec la femme, alors il faut taper, il faut crier dessus et il assimile ça. Et surtout quand il a vu ses parents faire, il va le dupliquer. C'est pour cela que justement, je fais un petit break là-dessus. C'est pour cela que nous avons lancé l'école des parents. Oui. Justement pour pouvoir permettre aux parents de changer de paradigme. Toutes ces notions qu'on a héritées de nos parents, on ne va pas leur en vouloir. Ils nous ont enseigné ce qu'ils avaient. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Mais maintenant, la société évolue, le monde change. Il faut s'arrimer, il faut s'adapter et il faut véritablement faire les choses de manière plus correcte, quoi. Et donc, l'école des parents est là pour accompagner les parents dans cette formation-là, donner des outils. Des outils pour pouvoir, des enseignements pour être de meilleurs pour être parents. Un bon papa. Voilà. Mais maintenant, si on est un père, face à sa fille, il faut également adopter un discours de sincérité. D'abord, vous nous faites remarquer que, certes, il y a le complexe d'Édipe, mais le père a toujours une relation assez particulière avec sa fille. Alors là, il doit être présent. 2, il doit l'accompagner dans sa croissance, sur le plan émotionnel. D'ailleurs, là aussi, vous parlez d'un chapitre où vous dites ce que le père doit dire à sa fille. Il faut que votre fille ait confiance en elle. Il faut quelquefois lui donner quelques éléments, l'encourager, dire à votre fille qu'elle est jolie, qu'elle a des forces. Ce sont des messages qui portent votre enfant à mieux se développer, à mieux s'accomplir, à mieux s'insérer dans la société. Tout à fait, parce que, vous voyez, le premier homme dans la vie d'une jeune fille, c'est son papa. Et son papa constitue véritablement le modèle d'homme qu'elle aimerait rencontrer. Alors vous allez vous rendre compte que la plupart des jeunes filles qui n'ont pas grandi avec leur papa, il y a de fortes chances qu'elles tombent sur des personnes pas bien du tout. Elles cherchent l'amour dehors, dans la rue. Dans la rue, dehors. Ok, aussi il y a quelque chose que je voudrais souligner, et ça je mets un point dessus dans le livre, c'est que la jeune fille doit comprendre qu'en réalité, son bonheur ne vient pas du fait qu'elle soit mariée. Absolument non. Elle doit venir dans le mariage étant heureuse. Oui. étant équilibré. Et maintenant, avec son mari, ils se mettent ensemble pour faire quelque chose de plus grand. Oui. Mais, vous savez, dans nos traditions anciennes, la femme était celle-là qui était à la maison, qui s'occupait des enfants et qui attendait que le père
ramène ou donne tout ce qu'il y a comme finance. Oui. Mais aujourd'hui, la société a évolué, le contexte, l'environnement a changé. Et donc, il faut que la jeune fille, il faut que le père le dise de manière expresse. Oui. Moi, je le dis à ma fille tous les jours. Que tu peux t'épanouir seul. Oui, tu peux t'épanouir toute seule. Et quand tu vas aller chez ton mari, ensemble, vous allez vous épanouir. Vous allez vous compléter. Et ça, vous aurez une famille heureuse. Parce que les enfants seront contents. Mais vous ne venez pas chercher le bonheur auprès de votre mari. Non, ça c'est... Parce que coach, avant on disait souvent, lorsqu'une fille n'était pas très brillante à l'école, on disait de toutes les façons, tu vas te marier. Ouais. Oui, donc ce n'est pas une tragédie, si tu ne t'en sors pas, tu es jolie, et donc un homme va venir te prendre. Alors, il ne s'agit pas ici de la connaissance ou bien du niveau intellectuel, non. Mais il s'agit du dynamisme de la femme. Oui. Si vous lisez dans Proverbe 31, d'ailleurs j'en parle, ok, la femme modèle, ok, cette femme-là qui se lève le matin, cette femme-là qui est entrepreneur, cette femme-là, on n'a pas besoin d'avoir fait de longues études pour entreprendre, non. On peut, c'est un état d'esprit. En fait, c'est ça que nous voulons mettre en avant. Oui. C'est pas tellement le Une femme peut s'épanouir, elle peut être battante, elle peut s'accomplir, et puis plus tard, avec un homme, vous formez une très bonne équipe et ça avance. Ça avance. Oui. Il faut justement indiquer à la jeune fille, il faut l'aider à travailler dans cet état d'esprit, ce mindset-là. C'est ça le plus important. Maintenant, peut-être elle a des difficultés sur le plan académique, mais elle peut avoir des talents dans d'autres choses, peut-être dans la coiffure, peut-être dans la couture, je ne sais pas, n'importe quoi. Et qu'elle peut développer. Elle peut développer, mais le tout, c'est de se sentir bien dans son esprit, d'avoir un mindset d'entrepreneur, un mindset de quelqu'un qui se sent libre et épanoui, pas forcément l'attente ça d'un homme. Et vous allez vous rendre compte que toutes les femmes ou toutes les filles qui attendent que c'est l'homme qui fasse pour eux, c'est l'homme qui les amène dans le bonheur, généralement ça finit à la dérive. Ça finit mal, parce que quand le monsieur a l'impression que tu dépends entièrement de lui, quelquefois il peut se comporter un peu mal. Il y a le livre Et vous, père, comment être un parent inspirant et impactant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut vraiment que le père soit là, physiquement, qu'il joue son rôle, qu'il partage des moments privilégiés avec ses enfants, qu'il tienne un discours de vérité, épousant l'environnement actuel avec les challenges du moment. Oui, qu'il soit présent émotionnellement, qu'il soit ferme, ok, et en même temps qu'il soit doux. Oui. Voilà, parce que la fermeté, ça va cultiver le caractère de l'enfant, mais surtout qu'il soit intentionnel. Oui. J'insiste sur ce mot. C'est-à-dire intentionnel, ça veut dire chaque acte, chaque action qu'il pose vis-à-vis de son enfant a un objectif bien précis. Oui. S'il décide par exemple de punir son enfant ou alors de le corriger, c'est pour atteindre un objectif pour son bien précis. Oui. C'est pas parce il est fâché, parce qu'au bureau, le patron l'a réprimandé, il vient transférer ça sur les enfants. Non, il doit être intentionnel dans chaque chose qu'il fait. Et vous, père, c'est l'un des livres, mais il y a le second, se réinventer après une séparation, oui. De la douleur à la paix, renaître avec Dieu pour mieux aimer encore. Il faut dire véritablement que d'abord, vous appuyez énormément sur Dieu, sur la Bible. D'ailleurs, vous citez beaucoup de passages bibliques à l'intérieur. Se réinventer. Vous nous faites d'abord savoir que c'est une blessure, oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais l'approche qui nous intéresse, c'est contrairement à ce qu'on dit souvent, que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tout le monde, c'est pas à prendre au premier degré. Quelquefois, ça ne marche pas. Quelquefois, il n'y a pas de compatibilité. Et donc, au lieu de continuer à faire l'hypocrisie, d'ailleurs, vous faites un distinguo lorsque vous dites, quelquefois, il arrive que vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes éloigné. Je ne sais pas, le mot que vous avez utilisé m'échappe en ce moment. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes marié, mais vraiment spirituellement, ou bien chacun est dans son coin. Oui. Chacun a pris sa route, mais vous êtes toujours ensemble. Là, c'est l'abandon émotionnel. L'abandon émotionnel, voilà. Effectivement. C'est-à-dire que c'est une forme de séparation. Vous êtes ensemble physiquement, mais émotionnellement, vous êtes complètement séparés. Et c'est de plus en plus, c'est des choses qu'on rencontre dans les couples, okay, où vous voyez des gens à l'église tous les dimanches, mais parfois à la maison, c'est chambre à part. Il n'y a pas d'intimité depuis 2, 3, 4, 1, 5 ans.
Mais parce qu'on ne veut pas que l'extérieur sache, on fait semblant, on voilà, sourit. c'est ça. Il faut montrer un autre visage qui n'est pas le bon. Donc ce livre, en fait, c'est un guide pour donner de l'espoir aux parents qui sont brisés de par la séparation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la séparation est de plus en plus en train de gagner du terrain dans nos milieux. Les divorces et ça fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, ça a été un prétexte pour nous. Je reçois beaucoup de jeunes, de femmes, de couples qui ont des difficultés dans mon travail de coach. Et c'est ce qui m'a donné en fait l'inspiration d'écrire ce livre. Je dis ok, alors on peut écrire quelque chose qui donne un certain nombre de bases, un certain nombre de principes globaux. Et maintenant, au cas par cas, on peut gérer. Votre livre dit clairement qu'il faut prendre le temps de guérir. Lorsque vous vous séparez, on ne peut pas rester dans le déni, mais il y a des étapes à franchir. Il faut reconnaître que voilà, ça n'a pas marché et avancer quand même. Oui, parce que je vais revenir sur l'objectif de l'éducation, la vision. La vision de Dieu pour l'homme, homme avec grand H, que ce soit homme ou femme, c'est d'avoir des êtres libres, épanouis, des êtres autonomes et qui apportent leur contribution à la réalisation du grand plan qu'il a mis sur pied. Alors, maintenant, votre mission sur Terre ne dépend pas de votre conjoint. Non, elle dépend de ce que vous êtes venu sur Terre et que Dieu vous donne une mission. Votre conjoint est là simplement, c'est un compagnon avec qui vous avancez dans cette mission. Mais si à un moment donné, vous vous rendez compte que sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, vous n'êtes pas stable, alors pourquoi continuer cette relation? Moi, je pense qu'il faut privilégier l'épanouissement de l'être humain que véritablement le mariage ou bien quoi que ce soit. Et c'est pour cela que nous avons, dans le livre, nous sommes clairs là-dessus. Si on connaît l'exemple de ce pasteur qui a tué son épouse, cette chantre qui a été tuée par son mari. Alors, mais les signes étaient là avant. Le monsieur tapait sur son épouse, il était violent, mais elle est restée dans ce mariage sous prétexte que la Bible On a dit que c'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort... Non, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de pour le pire. Maintenant, il faut qu'on doit rester ensemble pour la vie et faire l'œuvre pour laquelle on a été. Si à un moment donné, ça ne va pas, alors on peut se séparer. Moi, je vois pas de... La séparation arrive avec beaucoup de honte, des préjugés. Non, je ne suis pas faite pour le mariage, on m'a abandonné. Il y a tout ce sentiment-là, mais il faut prendre le temps de guérir. Et d'autant plus vite lorsqu'on a des enfants. Et il y a un autre thème qui nous intéresse, la coparentalité. Il faut élever les enfants, même si vous êtes séparés, et il faut trouver le juste milieu pour le bien des enfants. Tout à fait, Jean-Jacques, parce que, voyez-vous, à un moment donné, il y a eu une entente, il y a eu des enfants qui sont nés. Ces enfants n'ont pas demandé à naître, mais vous avez une mission, vous avez une fonction, vous avez un rôle dans l'éducation de ces enfants. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble, vous n'avancez plus ensemble comme mari et femme, que vous devez laisser ces enfants à la vindicte publique. Non, vous devez faire quelque chose. Donc vous devez vous entendre. Ok. Et ces enfants qu'on a eu par notre union, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on réfléchit, on pose des bases. On s'organise. On s'organise pour que ces enfants puissent continuer de vivre de manière normale. Sinon, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Oui, parce que il vous a fait confiance, il vous a confié sa progéniture, ses enfants, et vous les avez abandonnés. Non. Trouvez un moyen, même si vous n'êtes plus ensemble, de faire donner une bonne éducation à ces enfants. Et il y a des couples qui sont séparés, mais qui réussissent à le faire. Très bien. Pour que l'enfant ne se sente pas mal. Oui. C'est-à-dire qu'à l'intérieur également, vous nous faites savoir que même si on a détesté son partenaire et lorsqu'on est séparé, il est mieux devant l'enfant de tenir un discours positif, du moins pas conflictuel. Ne pas mal parler de sa femme. Écoute, ta maman, vraiment, c'était pas une bonne femme. C'est pour cette raison que je suis parti. Non. Il faut trouver un moyen de rester focalisé sur l'enfant et son bien-être. Oui, malheureusement, c'est ce que les enfants sont souvent les victimes de ces séparations parce que souvent ils sont utilisés comme bouc émissaire. Ok, un parent qui vient noircir, on va dire comme ça, son partenaire devant ses enfants. Votre père, il est méchant, voilà ce qu'il a fait. Mais en réalité, elle pense pouvoir
trouver du réconfort auprès de ses enfants, mais en réalité, elle est en train de les détruire. Elle est en train de les détruire émotionnellement, elle est en train de les détruire sur le plan psychique et même sur le plan psychologique. Donc, c'est des choses véritablement à éviter. Les problèmes des grands restent entre les grands. Entre les grands. Voilà, on ne doit pas associer les enfants dedans. C'est le message que nous voulons passer. Il ne faut pas saboter l'autoparent. Non, parce qu'en réalité, nul n'est parfait. Si on scanne votre vie, parce que dans tous les cas, dans un problème, dans un conflit, chacun a sa part de responsabilité. Je dis souvent que c'est 50-50. Donc, quand vous venez noircir votre mari ou bien votre épouse devant vos enfants, alors vous êtes en train de tout faire faux. Parce que si on scanne également votre responsabilité, peut-être elle n'est pas meilleure. Donc, concentrez-vous sur les enfants parce que c'est eux qui sont importants, c'est eux qui sont prioritaires. Faut-il éviter que les enfants, comment on dit ça, ne soient totalement retirés de la vue et de l'attention de leur père? Prenons par exemple ce cas. On s'est séparés, on cache les enfants, on ne veut plus que les enfants aient le moins de contact avec leur père. C'est pareil aussi de l'autre côté. On est le père, on a la responsabilité des enfants. On ne veut plus jamais que la mère soit en contact avec les enfants. Oui, mais ça, je crois que c'est un manque de connaissance. Oui, c'est dangereux, c'est même périlleux. Parce que tout à l'heure, dans le livre « Et vous, père », on a montré, avec des chiffres à l'appui, comment l'absence du père peut avoir des conséquences, mais alors très très graves sur l'épanouissement, sur le développement et même le développement d'un enfant. Alors une maman qui le fait, ça veut dire qu'elle n'a rien compris, parce que dans tous les cas, la mère ne peut pas faire ce que le père fait. Oui. Et le père ne peut pas faire ce que la mère fait. Donc, il y a cette complémentarité qui est nécessaire dans l'évolution, dans la croissance, dans le développement de l'enfant. Donc, une maman qui le fait simplement, c'est parce qu'elle n'a rien compris. Mais, ce qui est sûr, c'est que plus tard, ça va la rattraper. Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait à un moment donné une belle stratégie, ou belle ou mauvaise, mais ça se faisait dans notre société. Lorsqu'une mère célibataire décide d'aller en mariage, l'enfant était confié à la grand-mère. Est-ce que cette méthode-là est bonne? Cette approche-là? Alors, je vais dire que si vous observez les enfants qui ont grandi avec leur grand-mère, moi je connais un particulièrement qui grandit avec sa grand-mère, mais il y a toujours ce manque-là. Parce que, premièrement, la grand-mère, généralement, devient permissive. Parce qu'elle n'a plus toutes ses forces, toute l'énergie pour pouvoir suivre l'enfant. OK? Deuxième chose, c'est que la grand-mère ne peut pas jouer le rôle du père. Et généralement, vous allez vous rendre compte que ces enfants qui grandissent avec les grands-mères, souvent, ils sont un peu capricieux, souvent, ils sont un peu... je veux dire, ils ne sont pas très, très équilibrés. Parce qu'il y a cette présence du père qui manque, il y a souvent cette fermeté qui manque. Parce que la grand-mère, justement, n'a plus assez de force et l'enfant fait généralement ce qu'il fait. Donc, je ne suis pas pour cette solution-là. Cette approche-là n'est pas bonne. Je pense qu'elle n'est pas bonne à mon sens. Chacun doit prendre le poids de ses responsabilités. Le père doit être présent, même si l'enfant est dans une autre maison. Mais vous avez également parlé de la garde des enfants. Il faut s'organiser. De temps en temps, l'enfant vient vivre avec le père, de temps à autre avec la mère. Vous vous organisez, il y a une bonne entente. Au moins sur le sujet de l'enfant, on arrive à trouver la bonne passerelle. Oui, je vais revenir en arrière. Dans le livre « Réussir le métier de parent », sur le chapitre « Comment gérer les grossesses précoces ». Et dans ce livre, nous disons aux parents, si votre fille tombe enceinte de manière précoce, généralement c'est ce qui vous parlait de grand-mère tout à l'heure. Tout à fait. On prend l'enfant, on va déposer la grand-mère. Non, il faut que l'enfant assume ses responsabilités. Ça veut dire que vous êtes tombé enceinte, alors il faut que le matin, que vous appreniez que être parent, c'est des responsabilités. Vous levez à 5 heures pour faire son petit déjeuner, pour laver les couches avant d'aller à l'école. Oui. Et là, ça permet à cette jeune fille qui est tombée enceinte de manière précoce de mûrir, de grandir et parfois de ne pas refaire la même erreur. Mais si les parents prennent tout entre les mains, généralement, vous allez voir qu'il y a une deuxième grossesse qui va arriver, une troisième qui va arriver parce qu'elles se sentent libres. Et on vient encore laisser l'enfant à la grand-mère, ainsi de suite, ainsi de suite. La grand-mère accepte seulement. Et vous avez des familles, la grand-mère a 5, 6, 10 enfants à sa charge, avec parfois des pères différents, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, il faut qu'on apprenne à nos enfants à être responsables, parce que demain, ils seront des adultes. Et le père doit justement le dire à son garçon et à sa fille pour les préparer. S'il y a des séparations, parce que ça peut arriver malheureusement, que les parents apprennent à collaborer, à coopérer pour accompagner ces enfants dans leur maturité. Il faut dire tout aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Et parmi les choses qu'il faut dire à la jeune fille, c'est que la grossesse ne retiendra pas l'homme.
Vous l'avez écrit en noir sur blanc. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a il y a des filles qui utilisent ce stratagème-là pour piéger. Non, ça ne marche plus. Surtout aujourd'hui, de nos jours, ça ne fonctionne plus. À l'époque, voilà, on pouvait... il y avait des parents, dès qu'ils tombent enceintes, on prend la fille, on va déposer chez le garçon. Et c'est comme ça que les mariages se tissaient. Même parfois... Ça dit que c'est ta femme. Voilà. Mais aujourd'hui reste ici sur vous. Voilà, ça fonctionne plus. Quelquefois, c'était à la gendarmerie que ça se réglait. Dès qu'on a le commandant de brigade, et ainsi de suite, on dit, voilà, il y a telle situation. Et on dit, monsieur, prenez votre femme. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut apprendre aux gens à assumer leurs responsabilités vraiment de manière volontaire, de manière consciente. C'est pour cela que nous devons préparer nos enfants pour qu'ils arrivent bien matures dans le mariage. Il faut une forme d'éducation, il faut coacher les enfants. Tout à fait. Toujours dans le livre Se réinventer après une séparation, est-ce qu'il ne faut pas dire haut et fort à tout le monde que la séparation n'est pas une mort? Parce que beaucoup considèrent que c'est une affaire de honte. On en parle peu, on se cache, on préfère rester dans le confort d'un mariage qui ne marche plus, où vous n'arrivez plus à vous regarder, vous parlez toujours avec des méchancetés, mais vous êtes là parce que... et l'autre prétexte qu'on utilise, c'est que je reste là pour les enfants, même lorsque son équilibre émotionnel est bousculé. Oui, il faut dire que la société, surtout notre société traditionnelle, nous a renvoyé un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de perceptions qui font qu'aujourd'hui, les gens parfois étaient obligés de supporter même l'insupportable. Mais aujourd'hui, la société est en train de progresser, les choses avancent, les cultures se frottent, ok, et il y a une certaine maturité qui est en train de prendre le dessus. Et donc, notre objectif, c'est justement de pouvoir interpeller les gens, dire qu'on ne peut pas rester dans une union, dans un mariage, si véritablement on n'est pas épanoui, si on n'est pas libre, si on ne se sent pas à l'aise. Il peut y avoir dans un couple, et comme dans toutes relations humaines, il y a des moments de friction, ça ne manque pas. Oui. Il y a des moments il y a des conflits, mais il faut rapidement trouver des solutions à ces conflits et avancer, parce que ces conflits vont non seulement nous révéler, mais ça nous permet également de bien asseoir nos relations pour bâtir quelque chose de solide. Un parent qui a fait, quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, il faut tirer un coup de chapeau. Oui. Parce que ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident du tout. Si vous avez l'occasion de discuter avec ces personnes-là, vous comprendrez que c'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup de pardon, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Et c'est ça qui permet de justement avancer malgré les turpitudes. Oui. Et nous voulons, dans le livre, vous avez remarqué qu'à la fin de chaque chapitre, nous proposons une prière. Oui. Parce qu'en réalité, c'est le Manitou, c'est le Dieu suprême. C'est lui qui peut véritablement penser nos plaies, nous aider à guérir, à surmonter ces étapes-là. En effet. Oui, donc si nous voulons faire tout de nous-mêmes, parfois on s'égare un peu. On peut être limité aussi. Alors aujourd'hui, il faut penser que c'est possible de se relever lorsqu'on sort d'un divorce. Parfois, c'est un moment qui détruit. C'est une procédure qui est engagée. C'est parfois des confrontations, des querelles et tout. Mais on peut se refaire une vie et pouvoir avancer. D'ailleurs, dans le livre Se réinventer après une séparation, il y a quelques témoignages de femmes qui se sont, on va dire, reprises en main, qui ont pu continuer à servir à l'église, à avoir une vie épanouie, malgré la séparation. Il faut guérir, mais il faut d'abord prendre conscience de la situation. Donc, à celle qui est dans cette situation en ce moment, qu'est-ce qu'on va dire, Clément et Madouin? On va dire que la guérison est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Alors, la guérison est possible. Et chaque personne qui traverse une situation de détresse doit aspirer à cette guérison-là. Elle est possible. Il suffit juste déjà d'avoir envie de guérir, envie d'avancer. Il suffit de connaître sa mission, ce qu'on est venu faire sur Terre. Parce que le titre du livre, Se réinventer après une séparation, a été bien choisi. Parce qu'il s'agit justement de se relever de ces centres battus, de se relever de toutes ces blessures, de toutes ces plaies, de toutes ces choses qui nous font mal émotionnellement. Il y a des femmes ou des hommes qui se sont donné la mort
après une séparation. Oui. Ça, il y a beaucoup. Elle ne peut pas supporter la honte d'après, Voilà. dit-elle. et tout. Non, nous devons comprendre que la séparation n'est pas la fin du monde. Chacun a sa mission accomplie sur terre. Alors, quelle est ma mission? Comment Dieu me voit? Dieu est miséricordieux. Pourquoi est-ce que nous devons nous attarder à la manière dont les hommes nous regardent? C'est vrai que on veut être un madame telle ou un madame telle, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, quelle est notre contribution à faire avancer le monde? Et une fois que quelqu'un qui s'est séparé comprend ça, petit à petit, elle va se mettre dans un processus de guérison et avec l'appui du Seigneur, ok, par des prières, et les choses vont se mettre en œuvre progressivement. N'oublions pas maintenant, si à un moment donné, elle n'arrive pas à s'en sortir, c'est pour cela que nous, les coachs, nous sommes là. C'est pour cela que les professionnels, nous sommes là pour accompagner justement les gens à pouvoir se relever. Parce que souvent, l'impact émotionnel est tellement fort qu'on ne trouve plus la force pour pouvoir avancer. Mais nous sommes là en tant que coach. Il faut se faire aider. Voilà, pour accompagner. Alors Clément et Madan, les 2 livres sont là, disponibles. Au regard de la forte propension à divorcer, sinon du nombre de divorces, est-ce qu'il ne faut pas, dans le cadre familial, parce que c'est là peut-être qu'il faut tout faire, avoir une forme d'éducation matrimoniale très tôt avec les jeunes garçons, les jeunes filles, lorsqu'on est encore dans le cadre familial, pour qu'on ait des enfants prêts et préparés? Est-ce que ce n'est pas finalement parce que la cellule familiale est déconstruite qu'on a des séparations en emporte-pièce? Vous touchez là du doigt le nœud du problème. Parce qu'en réalité, notre société aujourd'hui, si elle est telle qu'elle est, c'est parce qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose qui n'a pas manqué, qui a manqué. Okay? On a raté le coach quelque part au niveau de la famille. Donc nous voulons, à travers ces ouvrages, interpeller les parents, interpeller la famille à véritablement jouer son rôle. Parce que tout commence au niveau de la famille. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détourne pas. Cette instruction commence au niveau de la famille. Elle commence au niveau des parents. Et si les parents ne prennent pas à cœur cette responsabilité-là, ce sera difficile. Parce que l'école, malheureusement, est là simplement pour apprendre à l'enfant à compter, à analyser, à discuter, à faire un certain nombre de réflexions. Oui. Mais c'est à la maison qu'on apprend les valeurs. Or, une société, c'est d'abord les valeurs. Oui. C'est d'abord les valeurs. Donc, je suis d'accord avec vous. Tout commence au niveau de la famille. Donc, pour nous, c'est une invite à la famille, aux responsables de famille, au chef de famille, le père, aux parents, de prendre véritablement à bras le corps leur rôle et de commencer à inculquer des choses simples, mais qui ont un impact fort dans le devenir des enfants. Parce que un adulte de demain, dépend de la manière dont l'enfant a été conduit. Il faut aller à la pépinière pour transformer les êtres, pour être sûr que demain, on aura des hommes et des femmes totalement équilibrés. Alors, se réinventer après une séparation, et vous, père, comment être un papa inspirant et impactant? Où est-ce qu'on va trouver les livres? À Yaoundé ou à Douala ou partout dans le monde? Où est-ce qu'on peut avoir les livres? Alors, actuellement, nous sommes en pourparlers avec certaines librairies au niveau de Yaoundé pour déposer les livres là-bas. Mais pour le moment, ceux qui veulent le livre, simplement vous nous contactez, vous nous appelez, vous nous faites un WhatsApp ou vous nous écrivez par mail. Et il y a une équipe qui se chargera de venir vers vous pour vous livrer le livre. Si vous êtes en dehors de Yaoundé, on vous expédie le livre. Moi, à l'extérieur, nous sommes en train de voir au niveau de Amazon comment mettre le livre sur Amazon et pouvoir le vendre à l'international. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Alors, le numéro de téléphone, il est mentionné derrière le livre, 695 15 03 66. Donc, vous appelez, vous faites un WhatsApp et vous pouvez avoir le livre. D'accord. En tout cas, même en passant par la production de Royal FM, voilà, on saura comment vous rediriger vers le coach Clément et Madan. Merci d'être passé à la radio. Je rappelle que vous êtes également auteur d'un autre livre, Réussir le métier de parent. Vous êtes également le promoteur de la Parent School pour les parents qui... parce que quelquefois, on se demande, est-ce que je suis un bon papa? Est-ce que je réussis ce que je fais? Pour avoir d'autres outils, il faut peut-être venir vers vous. Les parents vont encore à l'école, mais cette fois-là, l'école des parents. Oui, l'école des parents, c'est quelque chose de formidable parce que nous échangeons, c'est l'école des parents par les parents et pour les parents. En fait, nous utilisons nos différentes expériences en tant que parents
pour bâtir quelque chose et pour leur apporter de la connaissance. Et nous formons des conseillers parentaux, ça il faut le signaler, une formation qui dure 3 mois. Et au terme de cette formation, d'ailleurs vous étiez à la cérémonie de remise des certificats aux parents qui se sont formés. Donc au sortir de ces 3 mois de formation, alors vous avez les outils nécessaires, non seulement pour accompagner vos enfants, mais également pour accompagner d'autres parents autour de vous qui ont des difficultés dans la gestion de leurs enfants. Donc, nous invitons les parents véritablement à venir nous rejoindre dans ce mouvement que nous sommes en train de créer pour qu'ensemble, nous puissions révolutionner l'éducation. Alors, nous rendons grâce à Dieu parce que le mouvement est en train de petit à petit s'étendre dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, dans quelques jours, nous aurons également une remise de diplôme là-bas, parce qu'il y a une 50aine de conseillers parentaux qui ont été formés là-bas. Et donc, nous souhaitons véritablement que nous mettions ensemble en tant que parents pour révolutionner. Pour que la famille soit reconstruite. Tout à fait. Merci Clément Emadouan, merci d'être passé à la radio et surtout bonne continuation. Je vous en prie, c'est moi qui vous dis merci.